Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette salle polyvalente du Palais polyvalent des sports de Yaoundé, justement, pour cette première grande conférence de la 10e édition du Salon de l'Action gouvernementale, le SAGO. Une conférence qui portera sur le thème retenu cette année, entendez, du DSE, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, à la stratégie nationale de développement 2020-2030, en abrégé SND 30. Quelle perspective pour le Cameroun? Vous le savez, lors de sa leçon inaugurale, le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire a suffisamment élaboré sur les grandes lignes de ce document qui soutient l'économie du Cameroun depuis 2020 et qui se projette. Et c'est justement pour parler de ces projections que des experts ont été rassemblés dans cette salle pour nous aider, nous tous, à tenir les clés de ce document socle de l'économie camerounaise. On va les présenter dans les prochaines secondes. Bien entendu, on dira merci à ce public qui est venu nombreux dans cette salle, en même temps qu'on va saluer les téléspectateurs de la télévision nationale, de la CRTV et les autres chaînes de télévision partenaires du Salon de l'Action gouvernementale. Juste derrière cette fenêtre consacrée au SAGO, on va se retrouver pour la présentation des principaux panélistes. Tu penses que tout ce que tu fais depuis, je ne te vois pas? Je fais quoi? Et même si je fais quoi? Qu'est-ce qui te regarde même dans ma vie? Zah, je te connais. Dès que tu vois quelque chose sur les réseaux sociaux, tu cours vite dans le bar ou la maison la plus proche pour aller ventiler de la fausse information. Et tu dois laisser moi ça. Ça te fait mal au? Ah, ouais, donc pourquoi les players du Mbolé ont failli te tuer la dernière fois pour avoir financé un concours qui n'a même pas été lancé? Ce n'est pas ton pays. Voilà. Donc Zach, au lieu de demeurer donc ignorante ou avoir toujours honte après avoir ventilé de la fausse information partout, allons au SAGO. Salon de l'action gouvernementale. Et là, tu auras en face de toi des ministres et autres administrations à qui tu pourras poser tes questions directement. C'est au Palais des Sports de Yaoundé, du 25 au 31 juillet 2021. Les questions sur les infrastructures. Oui. La gouvernance, l'économie, les transports, la justice. Ouais, ça, même les questions sur coronavirus, le vaccin. Toutes les questions auront des réponses parce que tu auras en face de toi les acteurs concernés. J'aurai les ministres de ce pays en face de moi. Mais pourquoi ne pas? J'espère qu'ils vont répondre à mes questions. Zach, ils seront là pour ça. Et tu sais que la vérité est bonne lorsqu'elle sort de la bouche du prophète lui-même. Alors tu vas continuer ton porte-à-porte là pour inviter tous tes voisins à venir à ce salon qui réunit tout le Cameroun autour de son gouvernement. Ok. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Le monde nous plonge dans le doute. Mais avons-nous raison de douter? Si les infrastructures construites aujourd'hui apportaient le développement à nos régions, si l'ouverture économique au monde s'élargissait, si plus de ponts étaient dressés entre nos cultures, et si on avait tort de douter? Plus que par le passé, notre gouvernement, à travers la stratégie nationale de développement 2020-2030, affiche une volonté qui nous amène à voir plus loin pour célébrer autant que nous sommes la grandeur et l'unité de notre pays. Le Cameroun a besoin de sa jeunesse. Pleine d'idées, de rêves à concrétiser et prête à servir. Citoyens et institutions, retrouvons-nous à la 10e édition du Salon de l'Action gouvernementale SAGO, du 25 au 31 juillet 2021, au Palais des Sports de Yaoundé. Pour plus d'informations, contactez le cabinet événementiel Mon Communicateur, mandataire du gouvernement. Salon de l'Action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Bon, maintenant, pose-moi toutes tes questions. S'il te plaît, je venais de causer avec les ministres de ma République. Tu as posé toutes tes questions. Et j'ai eu les réponses. Exact. Ça sera donc comme ça jusqu'au 31 juillet 2021, ici au Palais des Sports. Maintenant, donc, on a fini, on peut donc rentrer. Qui? Zéro. Hein? J'ai fait d'abord le tour de tous les stands. On ne sait jamais. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun.
première, c'est encourager, n'est-ce pas, les organisateurs du SAGO. Le SAGO doit être pérennisé. C'est une initiative à renouveler. Parce que les gens n'ont pas toujours le courage d'aller dans les administrations. Cela démontre que le citoyen a à cœur de savoir ce qui se passe dans les affaires de la cité. La fiscalité n'est pas en marge de l'action gouvernementale. Le Cameroun ne peut pas être un pays émergent sans les sciences. Le gouvernement a besoin de l'appui de ces PME. Le SAGO était pour nous une opportunité à saisir. Montrer aux populations ce que nous faisons. Non seulement de faire bien, mais de pouvoir le dire. Dire ce que nous faisons de bien. Le salon L'Action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Et ces éléments nous ont permis de découvrir toutes les dimensions du SAGO, la découverte à travers les stands nombreux qui sont à l'esplanade du Palais Polyvalent des Sports, où les administrations s'expriment directement et échangent avec de nombreux visiteurs dans cette salle, des conférences au quotidien. Et s'appuyant sur des thématiques profondes comme celles que nous abordons aujourd'hui, du document de stratégie pour la croissance et l'emploi à la stratégie nationale de développement SND 30 en abrégé, quelle perspective pour le Cameroun? Et les intervenants sont déjà installés. Je vais commencer pour rendre honneur aux dames, au professeur Viviane Ondoa Biolé. Je me suis amusé à essayer d'écrire quelques lignes de son CV. Et on s'est rendu compte que si on le fait, on prendra pratiquement la moitié du temps qui nous a été accordé. Mais vous le savez, elle est experte des questions de gouvernance et de management. Merci, professeur, d'avoir accepté cette invitation du SAGO. C'est moi qui vous remercie. Je voudrais déjà saluer l'action qui est menée à travers cette conférence. Et je voudrais vous remercier de m'avoir invité, remercier le MINEPAT, remercier le SAGO. Nous accueillons également un expert des questions financières à la dimension internationale. D'ailleurs, son CV va au-delà de sa taille, qui est quand même grande. Monsieur Babi Sakana est avec nous. On lui dit bienvenue sur ce plateau du SAGO. Merci de m'avoir invité. Merci pour cette conférence sur la planification. Et évidemment, vous savez, pour nous, les privés, analystes, parfois qui mettons les faits devant, ce n'est pas très évident de nous inviter, quoi. Donc, je remercie le ministre de l'économie de m'inviter à ce plateau, quoi. La stratégie, en tout cas gouvernementale, c'est de faire de ce document un document qui appartient à tous les Camerounais. Et d'ailleurs, le SAGO met un accent particulier dans le partenariat public-privé. Bienvenue ici. Nous accueillons également notre long CV. Il est universitaire, enseignant. Le professeur Ngwatabi, il est chef du département économie internationale et développement à l'université Yaoundé 2 du côté de Soa. Il est parmi nous. Professeur, bienvenue. Merci Jean-Jacques. Vous rapprocherez du micro. Merci Jean-Jacques et merci Monsieur le ministre de l'économie de m'avoir invité pour venir discuter de la stratégie nationale de développement ici au SAGO cet après-midi. Merci. Et ceux qui suivent justement cette conférence ont observé qu'il ne s'agit pas des représentants directs du ministère de l'économie, ce sont des experts et des expertises qui vont s'exprimer devant le public et les téléspectateurs des différentes chaînes. On salue ce public justement. On a remarqué également dans ce public-là des personnalités bien connues. Nous avons en première ligne M. Até Bazor, qui est le président du conseil d'administration de la SONACAM. Merci d'être également là, comme beaucoup d'autres qui sont. On aura l'occasion de dévoiler quelques casquettes pendant ces échanges. On parle justement des échanges. Vous allez avoir la possibilité, vous aussi, de poser des questions à nos invités. Je m'en vais, puisque j'ai le micro, avoir l'honneur de poser la première ou les premières questions. La première, elle s'adresse pratiquement à tous les intervenants. Vous savez qu'avant d'arriver à la SND 30, on est passé par le document de stratégie pour la réduction de la pauvreté et puis il y a eu le DSCE. Nous sommes à la SND 30 maintenant. Professeur Ngwatabi, comment lire cette évolution? Est-ce qu'elle s'imposait, cette évolution?
Ah oui, nécessairement. C'est une évolution qui s'imposait, d'autant plus que nous partons du document de stratégie pour la réduction de la pauvreté. L'objectif d'un pays, ce n'est pas seulement réduire la pauvreté, c'est d'abord se développer. Et ensuite, donc, on est arrivé au document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Là, la sémantique change déjà, ce qui est très bien, puisque la croissance, c'est la création de la richesse. Et si on crée la richesse, on peut redistribuer. Dans ce document de stratégie pour la croissance et l'emploi, bien entendu, c'était comme s'il y avait tout simplement des projets à mettre en place. Et il manquait peut-être quelques liaisons à établir, ce qui fait donc que l'avènement de la SND 30, pour moi, est quelque chose qui me semble bien structuré. Premièrement, la SND 30 fait un diagnostic sans complaisance du document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Ça, c'est déjà un point fondamental. C'est-à-dire, le plus souvent, les administrations ont du mal à s'auto-évaluer de façon critique. C'est vrai, ils ont présenté le côté positif du DSCE et bien entendu aussi ses faiblesses. Mais à partir de ces faiblesses, on tire donc des leçons. Et ces leçons, généralement à partir de ce diagnostic, ils affichent exactement là où nous voulons aller. Ils dessinent. Ils disent, nous allons vers la transformation structurelle. On y reviendra certainement dans le débat pour expliquer. Ensuite, ils questionnent les politiques publiques. Et ça, c'est profond. Ça n'a pas existé. On questionne toutes les politiques publiques parce que la SND 30 établit des préalables pour que le programme commence à se dérouler. Ces préalables-là, c'est de revoir des lois et règlements qui structurent, en gros, l'organisation institutionnelle et voire même l'organisation opérationnelle de la structure économique. Ensuite, ce qui n'a pas été fait dans le dernier document, le DSCE, c'est une loi programmatique de la planification. Enfin, nous aurons une visibilité à partir des éléments qui vont donc structurer la mise en œuvre de ce développement-là. Cette loi programmatique-là, c'est encore quelque chose qui est très innovant dans ce document-là. Bien entendu, il y a encore quelques autres points que la SND 30 met en exergue, en l'occurrence, la problématique des ressources humaines, disons le capital humain. Mais je vais beaucoup plus m'arrêter là au niveau de la formation. Ça, on développera aussi. Il questionne cette problématique-là, ce qui est déjà très très bien, puisque le capital humain, on verra, c'est un problème pour qu'on aille vers la transformation structurelle. Bref, vous voyez un ensemble d'éléments qui n'existaient pas avant, qui sont posés et dont parfois l'administration avait du mal à se poser. Cette fois-ci, le cap est franchi, on fait l'autocritique, on tire les leçons, on pose les diagnostics et maintenant, il va falloir restructurer beaucoup d'éléments pour pouvoir mettre la SND 30 en marche. Voilà donc l'avènement de ce document, ce nouveau document qui va aller vers l'industrialisation du Cameroun. Je crois que dans les développements à suivre, on aura d'autres éléments. On abordera les questions d'industrialisation tout à l'heure, le suivi des politiques publiques également. Mais vous permettez que je pose la question du citoyen qui est arrivé au Palais Polyvalent des Sports aujourd'hui, et vous lui dites que hier on était sous le document de stratégie pour la réduction de la pauvreté et qu'aujourd'hui on est en train d'aller vers l'industrialisation et autres. Il vous demandera qu'est-ce qui a changé. Est-ce qu'il y a eu une réduction véritable de la pauvreté pour qu'on parte de ce premier document au second et maintenant le troisième? Oui, le premier document, il faut comprendre qu'on était encore sous ajustement structurel. Évidemment, c'est un document qui a été élaboré avec l'aide de nos partenaires au développement, en l'occurrence le Fonds monétaire et puis la Banque mondiale. Donc, il était question, parce que les taux de pauvreté atteignaient presque les 50%, de réduire cette pauvreté. Et il y a donc des projets et programmes qui ont été élaborés. Le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, lui maintenant, vient avec ce qu'on appelait les projets structurants. Et tout le monde sait ce qu'on appelle les projets structurants, c'est-à-dire les barrages, les autoroutes, bien entendu des industries qui ont été créées. On reviendra peut-être dans le débat pour voir pourquoi il y a eu quelques difficultés. Mais comme je dis déjà, le diagnostic a été fait sans complaisance par la direction de la planification elle-même du ministère de l'économie, ce qui est déjà une bonne chose, parce qu'il faut aller dans une bonne direction. Les projets qui ont été lancés dans le DSCE sont n'est pas terminé ou pas du tout vraiment bien ficelé.
Et donc, avec les multiples chocs que le Cameroun a connus, il y a eu des soucis. Donc, le Camerounais lambda qui se trouve ici veut peut-être voir le panier de la ménagère grossir, mais je crois qu'actuellement, au bout de la 3e expérience, le nouveau document est en train de prendre une bonne direction parce que les problématiques sont bien posées. Il faut d'abord accepter que ce que nous avons fait peut avoir des limites et ensuite on peut se projeter. Et la façon dont on veut se projeter aujourd'hui me semble la bonne. Question à M. Babi Sakana. Lorsqu'on écoute le professeur Ngouatambi sur les évolutions, vous qui avez la facilité du secteur privé à vous exprimer, est-ce qu'il est possible de lire les évolutions notables entre le DSCE et la SND30 qui est en marche? Oui, d'abord, il faut se dire qu'après le retour de la stratégie, le gouvernement avait le choix entre la stratégie flexible et la stratégie rigide, dont la planification qu'on avait avant, quinquennale. Et il y avait tout un débat donc, sur le format de planification. Est-ce que c'est 3 ans, ce que le FMI, Banque mondiale, faisait? Et le gouvernement avait choisi 10 années, pour le DSCE, parce que c'est un format de planification assez robuste, quand vous devez planifier sur 10 ans. Et le débat, c'était de savoir est-ce qu'on va poursuivre, vous voyez, à planifier sur 10 ans, ou bien on va ramener sur 5 ans. Donc on a tranché en maintenant, vous voyez, une planification décennale. C'est-à-dire que le gouvernement et les différentes parties prenantes doivent réfléchir en profondeur pour faire une projection sur 10 ans. Parce que ce n'est pas du tout facile, vous voyez, de créer un futur sur un horizon aussi robuste que 10 années. Et ça a des conséquences sur les méthodes, vous voyez, de planification, sur les choix des plans et des stratégies, et sur les modes de mise en œuvre, et y compris même les possibilités de révision, c'est-à-dire les rendez-vous pour réviser la stratégie, pour pouvoir l'adapter en fonction des grandes évolutions. Donc, le standard qui a été maintenu, qui est resté stable, c'est une planification sur 10 ans. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose importante, c'est que la DSCE, on avait axé principalement le mouvement d'investissement de l'État sur les infrastructures, en pensant que voilà, c'est un scénario où quand on investit beaucoup sur les infrastructures, elles vont permettre de rabaisser les coûts et de faire en sorte que l'économie se déploie beaucoup plus rapidement. Ce scénario n'a pas justement été constaté sur le terrain. La croissance a été plutôt molle. Et cette fois-ci, justement, on a donc modifié, vous voyez, l'option 1, centrant la planification sur le développement industriel. C'est-à-dire c'est l'industrie qui va être au cœur du plan de la SND 2020-2030. Et donc, c'est l'industrie qui va permettre de transformer les structures de notre économie du point de vue de la production, faire monter la production manufacturière, accroître les exportations, vous voyez, pour réduire les vulnérabilités que nous avons en matière de recettes et de devises, attaquer donc les marchés à la fois africains et internationaux avec une production de qualité, une production c'est-à-dire avec valeur ajoutée. Vous voyez, ça, c'est une trajectoire qui est extrêmement forte. Et on n'abandonne pas les infrastructures, mais seront tirées par le développement industriel. Et donc ça, c'est un élément en fait fondamental en termes de changement. Est-ce que ça tient lorsqu'on écoute ceux qui font le bilan du DSCE, on pense que la mise en œuvre n'a pas été facile du tout. Vous avez parlé d'un bilan pas des plus brillants. On part de là pour viser l'industrialisation. Est-ce que le pont est franchissable? Donc, il faut considérer que le projet du gouvernement camerounais, c'était d'atteindre l'émergence. Vous voyez, c'est un projet dont le chef de l'État, je crois, a dit que c'était la cause nationale.
dès le moment où vous avez choisi cette trajectoire, il faut absolument donc faire tout pour prendre ce train de l'émergence, c'est-à-dire la croissance forte. Moi, je pense que pour réussir le DSE, je viens donc sur ce diagnostic sans complaisance qui est dans le document. Ça, il faut le saluer. Et lorsqu'on rappelle, par exemple, que les politiques d'aménagement du territoire n'avaient pas été prises en compte dans le DSCE, on peut comprendre également tous les dysfonctionnements qu'on peut observer, même en ce qui concerne les projets structurants pris de manière globale. Donc, on parle de ces leçons. Dans le document, on rappelle également qu'il y a eu de gros problèmes de coordination. Alors, on ne va pas rentrer dans tous ces détails, mais ce qu'il faut dire déjà, c'est que le diagnostic est fait. Alors, lorsqu'on rentre dans la SND 30, on se pose dans la question de savoir, d'accord, ils ont fait le diagnostic, est-ce que le document nous rassure, justement, quant aux précautions à prendre? Alors, on regarde le document, on se dit, est-ce qu'il ne manque pas d'autres documents? On nous a parlé de la loi programmatique, bien entendu, on l'attend, parce qu'effectivement, il faut rythmer les activités. Dans le DSCE, si vous vous souvenez, aux dernières pages, nous avions tous les 3 ans des indicateurs précis qu'il fallait atteindre. Dans la SND 30, ce document n'existe pas. Ça veut donc dire qu'implicitement, il y a un document qui va nous présenter de manière programmatique et de manière rythmée les résultats qui seront suivis. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, lorsqu'on lit également le document, on se dit comment est-ce que la coordination va se faire. Dans la SND 30, on a un petit chapitre qui parle du suivi et évaluation, mais heureusement, on a un décret qui a été publié, je pense, le mois dernier, sur le dispositif de suivi et évaluation qui a été signé par les services du Premier ministre, qui indique effectivement comment le suivi sera fait. Donc, il y a un mécanisme de suivi qui est mis en place. On pourrait aussi se poser la question de savoir quel sera le mécanisme de coordination, de manière vraiment relativement claire pour éviter effectivement que les projets ne se superposent. Mais on se dit, il y a des dispositifs de coordination autour des services du Premier ministre. On va peut-être voir avec la loi programmatique s'il y a également des dispositifs de coordination. Pourquoi j'insiste là-dessus? J'insiste là-dessus parce que lorsqu'on met en place une stratégie comme c'est le cas, c'est une bonne intention. C'est un peu comme lorsqu'on veut construire une maison, on va rencontrer un architecte qui nous dessine notre rêve. Mais maintenant, il faut piloter. Et dans le cadre du pilotage, on revient là dans mon domaine, il y a des outils de pilotage qu'il faut mettre en place. Moi, j'ai envie de vous dire que s'il y a un outil qui a souvent manqué jusque-là depuis le DSRP, on le dit chaque fois qu'on peut le dire, c'est le document de stratégie en matière de ressources humaines qui doit accompagner celui-là. Est-ce qu'actuellement, nous avons un document d'égale importance qui nous indique clairement les ressources humaines qui doivent accompagner le document de stratégie ou alors la SND 30? Je vous dis non. Et c'est une préoccupation importante. Mais je crois que cette préoccupation est résolue ou pourrait être résolue au niveau des stratégies sectorielles. Vous savez, actuellement, nous avons sur les 7 stratégies sectorielles attendues, 6 stratégies qui sont déjà élaborées. La dernière est en cours et sera disponible sous peu. Et il est effectivement curieux de voir comment est-ce que les stratégies sectorielles sont donc organisées pour apporter les résultats attendus. Parce que n'oublions pas que la SND 30 reste quand même un grand document d'orientation. Ça reste encore au niveau des agrégats très macroéconomiques. Quand on rentre au niveau de la stratégie sectorielle, nous avons plusieurs ministères qui interviennent, ça reste encore relativement méso. N'oublions pas qu'après, nous aurons également des stratégies à périmètre ministériel. Et j'ai envie de vous dire que si le mouvement n'est pas pris rapidement, c'est vrai, vous allez me dire que nous avons les budgets programmes qui assurent déjà le relais. Mais il y a quand même, de mon point de vue, au plan du pilotage, pour réussir la stratégie, des outils qu'il faut mettre en place, au plan juridique également, des textes qu'il faut prendre. Et je pense que nous avons 6 mois. Si nous ne le faisons pas dans les 6 mois, on pourra déjà commencer à s'inquiéter un peu. On va entrer dans la seconde partie, puisque la première nous a permis de comprendre ce qui a mené le Cameroun à partir du premier document sur la réduction de la pauvreté à la SND 30 aujourd'hui. La seconde partie va nous permettre de contextualiser ce document face aux crises que notre pays traverse, le Covid-19, face également aux réalités économiques avec l'endettement. Mais avant cela, on va peut-être s'arrêter avec la régie pour reparcourir quelques éléments d'annonce concernant le SAGO, la 10e édition. Our world today is full of uncertainty. But then, do we really need to be worried?
If the infrastructures that are built today could bring development to our regions, if the opening up of our business to the world could be expanded, if more avenues to bridge the gap between our cultures could be explored, what then if we had no cause to be worried? Our government, through the 2020-2030 National Development Strategy, is even more than in the past, showcasing its resolve to really take us a step further. For each one of us to lead the greatness and unity of our country, Cameroon has to count on its young people with promising ideas, those willing to fulfill their aspirations and ready to serve. Distinguished citizens, institutions, you are highly invited to be part of the 10th edition of the Fair on Government Action from the 25th to the 31st of July 2021 at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex. For further information, please contact the event agency Mon Communicateur, the government's agent. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Voilà donc retour ici au Palais Polyvalent des Sports pour cette conférence qui porte sur les perspectives avec la mise en œuvre de la SND 30. On parlait du contexte tout à l'heure. Je rappelle au public que vous aurez la possibilité de poser quelques questions aux intervenants tout à l'heure. Je vous vois prendre les notes, ce qui est déjà une très bonne chose. Contexte, le taux de croissance, pour commencer avec vous, M. Babi Sakana, reste faible dans notre pays. Comment envisager la vision d'industrialisation face à ce taux de croissance qui actuellement est faible? Merci pour cette question. Avant d'y répondre, je voulais ne pas être d'accord avec le professeur sur la question des ressources humaines. Je pense que la SND 30 a ce qu'on appelle le pilier développement du capital humain et du bien-être. En fait, du point de vue stratégique, à partir du moment où on parle de capital humain, pas ressources humaines, on intègre justement la question de qu'est-ce que l'industrie va faire, comment elle va opérer s'il n'y a pas de personnel qualifié. Absolument. Donc c'est ce pilier qui a vocation à répondre à la demande industrielle en matière de différentes, par rapport aux filières qui ont été retenues et en utilisant les outils qui sont consacrés. Vous voyez, ce n'est pas uniquement l'éducation, mais aussi la formation vraiment professionnelle, et y compris les outils de certification, parce que dans l'industrie, les métiers sont classifiés et ce sont les certifications, c'est-à-dire qui mettent en avant les compétences. Et de mon point de vue, il y a effectivement un pilier qui traite de ça. La question est celle simplement de déployer les plans, c'est-à-dire le plan qui va permettre d'implémenter la stratégie. Et c'est dans le cadre de ces plans-là que les éléments opérationnels devaient être calibrés pour que les uns les autres, en fait, puissent les implémenter en fonction de leur secteur. Mais vous savez, la question de la croissance, comme elle est au cœur du développement, parce que si vous ne créez pas de richesse, c'est impossible de réduire faire croître l'emploi et réduire la pauvreté. La cible de la SND, c'est de partir à une moyenne de 8% de croissance du PIB en moyenne de 2020 à 2030. Vous voyez, c'est un pari, c'est un défi énorme pour partir de ces environ 4, on peut dire, pour doubler vous voyez, le rythme de croissance. Et ça implique justement qu'il n'y ait pas de perte de temps, c'est-à-dire des décalages temporels pour déclencher les mécanismes d'opérationnalisation, vous voyez, de la stratégie. Dès le moment où on a ciblé 9 filières industrielles, c'est-à-dire 9 secteurs industriels qui vont servir de cadre de transformation structurelle de l'économie, il est indispensable que, vous voyez, l'opérationnalisation des plans dans ces 9 filières-là ne puisse pas tarder.
y compris le fait que le gouvernement doit, malgré le fait qu'il s'engage, vous voyez, dans des coopérations, notamment avec le Fonds monétaire, du point de vue des conditionnalités, vous voyez, dans les engagements financiers, il est indispensable que le gouvernement garde le cap d'ingénierie, c'est-à-dire stratégique. Ça veut dire qu'il faut avoir la capacité de sélectionner d'urgence, vous voyez, les initiatives qui ne peuvent pas attendre les plans et de les mettre en production, vous voyez, immédiatement. Parce que la SND a fixé ce qu'on appelait les considérations clés. C'est-à-dire, en fait, c'est des repères majeurs qui vont permettre de vérifier si on évolue effectivement vers les cibles ou pas. Et parmi ces repères, il y a des considérations clés qui portent justement sur la question, vous voyez, de comment on séquence les choses, quoi. D'abord, les projets en cours. La planification n'arrête pas le fonctionnement de l'État. Tous les projets qui étaient en cours d'exécution ou qui étaient en phase d'initiation, on ne les arrête pas. Il faut accélérer leur implémentation sans justement accumuler encore des retards. Ça, c'est un premier pan. Deuxième pan, il faut éviter que pour ces projets-là, il y ait des décalages de mise en service. C'est-à-dire que quand on termine un projet, il faut que sa production commence immédiatement. De la même manière, concernant les communes, vous voyez la décentralisation, le fait de dire qu'il faut mobiliser 15% du budget central pour l'allouer au niveau des communes, il ne faut pas que ça dure. Il faut que ce soit fait, vous voyez, immédiatement. Et maintenant, du point de vue du financement, il y a aussi un élément important. Dans le DSE, on avait axé le financement sur la dette. C'est-à-dire le gouvernement visait à accroître l'investissement en s'endettant rapidement. Vous voyez, on est arrivé de sorte qu'on a un peu les tensions actuellement, des vulnérabilités sur le service de la dette. Vous voyez, c'est ça qui amène les gens à se dire que mais le Cameroun a probablement les problèmes et tout ça. Or, ici, il faut s'appuyer sur le project finance, c'est-à-dire sur le financement des projets, et en mettant le secteur privé au centre, vous voyez, de la mécanique. Et ce ne doit pas être les déclarations que le gouvernement et le secteur privé aillent à l'essentiel dans l'identification des projets, ceux qui sont en cours de préparation, ceux qui sont en exécution, qui ne traînent pas. Vous voyez, s'il y a des difficultés, il faut les résoudre immédiatement. Et donc, le financement par projet, vous voyez, et ce qui va avec la transformation un peu rapide du secteur financier pour qu'il y ait des solutions en matière de financement de projets. Donc ça, c'est les éléments qu'il faut actionner, vous voyez, sans attendre. Et le rythme de croissance peut effectivement monter si le gouvernement lui-même met aussi exemple dans ses propres entreprises. Les entreprises de l'État, où l'État est actionnaire majoritaire, l'État doit montrer l'exemple. Vous comprenez, l'État a des industries, des entreprises dans les secteurs qui n'ont généralement pas d'obligation de résultat. Et cette fois-ci, il est donc question que, vous voyez, l'État actionnaire, cette fonction-là, prenne corps. Et que la dynamique, vous voyez, de gestion des entreprises qui sont dans les filières stratégiques s'efface exactement comme pour le privé. Et si le Cameroun et son gouvernement ne montrent pas l'exemple, vous voyez, dans les entreprises qui sont la propriété de l'État, ça va toujours être difficile de convaincre, vous voyez, les privés qu'il y a une mutation. Donc, il y a un besoin d'un sursaut instrumental, vous voyez, procédural, du point de vue de l'État, pour que, effectivement, le rythme de croissance, qu'on cible actuellement à 5% en 2025, vous voyez que là,
gouvernement réfléchisse, vous voyez, à comment impulser la SND 30 de manière à ce que la cible, ce soit au moins 7% à 2025. Parce que pour atteindre 8% en moyenne sur 10 ans, il faut que sur les 5 premières années, vous atteigniez 7. Et sur les 5 qui suivent, vous soyez à 10. Vous comprenez? C'est-à-dire pour atteindre la moyenne de 8% sur les 10 ans. Et il faut, vous voyez, le privé, pour beaucoup d'opérateurs, on a tendance à se dire qu'on attend les signaux, vous voyez, les signaux forts qui viennent du gouvernement en termes d'inflexion. L'inflexion, c'est le changement de trajectoire qui montre que rien ne sera plus comme avant. On est en train d'entrer dans une nouvelle ère. Vous voyez, c'est vrai, elle est programmatique, elle est de planification, mais en termes de mise en œuvre, comme le professeur disait tout à l'heure, vous savez que maintenant, pour piloter la stratégie, ça c'est un point faible. Le pilotage veut dire qu'il y a beaucoup de plans. Qu'est-ce qu'on met en priorité? On commence où? Est-ce qu'on doit attendre de faire tous les plans avant de commencer à mettre en œuvre? Non. Il faut qu'il y ait un mécanisme de priorisation qui permette à ce qu'on se mette au travail immédiatement. Vous voyez, et que la coordination gouvernementale, justement, soit dans cet exercice d'arbitrage et de sélection pour dire que nous commençons aussi. Telle chose peut attendre un peu, mais nous commençons immédiatement ici. C'est ce que je voulais dire. C'est effectif. On peut effectivement réaliser les 8%. Mais vous savez que la création du futur veut dire abandonner les habitudes passées. Il faut adopter des habitudes du futur. Et cette création veut dire changement d'état d'esprit. L'état d'esprit d'abord des dirigeants. Parce que ce n'est pas le personnel qui change d'abord l'état d'esprit. Ce sont les patrons qui changent l'état d'esprit et ils influencent alors l'ensemble des autres parties prenantes dans ce mouvement de création d'un futur différent. Professeur Ngouatabi, le DSCE s'est accompagné d'une accélération de l'endettement pour financer les grands projets de première génération, comme on les a baptisés. Le gouvernement vient de réussir une opération de refinancement de l'eurobond. Jusqu'où? C'est là la question. Pourra-t-on compter sur l'endettement de l'État? Et comment peut-on financer la SND 30 dans ce contexte? Oui, avant de répondre à cette question, permettez-moi de revenir très rapidement, parce que ici, je crois que les Camerounais qui sont là sortiront d'ici sans savoir c'est quoi la transformation structurelle. Parce qu'il faut d'abord la définir. Vous savez, le DSE avait une stratégie de développement qu'on appelle le big push, c'est-à-dire la grande poussée. Ça veut dire que vous lancez un développement tous azimuts, dans tous les secteurs, quasiment au même rythme, quasiment au même moment. Et donc, lorsque vous avez une telle stratégie, les fondamentaux vous expliquent que vous aurez d'énormes problèmes de coordination. Ça n'a pas loupé. On a eu d'énormes problèmes de coordination. Vous aurez d'énormes problèmes de financement. Ça n'a pas loupé. Nous avons d'énormes problèmes de financement. En plus de ça, nous avons fait comme si on était dans un océan tranquille. C'est-à-dire que ceux qui ont théorisé l'économie libérale nous disent que c'est une économie qui fonctionne bien. Mais cette économie est généralement perturbée par des chocs. Les chocs seront donc arrivés au niveau du Cameroun, choc sécuritaire, choc des prix, de la baisse des prix des matières premières et d'autres chocs qui ont fait donc que la trajectoire a totalement été loupée. Alors, pourquoi on arrive donc sur la transformation structurelle? La transformation structurelle, ce n'est rien d'autre que l'allocation des ressources des secteurs les moins productifs vers les secteurs les plus productifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une sorte de mise en valeur des avantages compétitifs ou comparatifs du Cameroun. Et c'est pour cela qu'il faut donc faire des choix. On a donc décidé de faire des choix pour y aller. Et pour faire ces choix-là, Babi Sakala vient de rappeler qu'il y a 9 secteurs pour pouvoir aller vers cette industrialisation. Mais ces 9 secteurs, il faudrait savoir sur quoi s'appuyer. Où sont nos forces? C'est la première des choses pour choisir ces secteurs. Mais généralement, nos forces sont dans l'agriculture. Ça veut dire donc que nous partons de l'agriculture pour aller vers l'agro-industrie, l'agroalimentaire, l'industrie et les services. Il faut que ces liaisons intersectorielles-là soient établies et qu'ils existent pour pouvoir aller vers l'industrialisation. On ne peut pas décréter tout d'un coup qu'on va construire des industries comme ça. C'est un processus. Et c'est pour ça que c'est un processus qu'il faut qu'il soit très bien établi.
Notre force, les 5 produits d'exportation du Cameroun, c'est l'agriculture. Il n'y en a pas d'autres là. Donc on part de là. Ensuite, comment on crée des chaînes de valeur autour de ces produits en allant, comme je l'ai déjà dit, vers l'agro-industrie, l'agroalimentaire, l'industrie, les services. On se projette pour créer de la dynamique. Ce sont ces chaînes de valeur-là qui vont donc permettre d'aller vers la bonne direction. Donc la transformation structurelle ici, c'est des choix. L'État ne va plus tout embrasser tout d'un coup, parce que qui trop embrasse mal étreint. On va faire des choix, et ces choix, c'est vraiment capital. Et la SND 30 a donc acté ça pour aller vers l'industrialisation. Donc je disais bien qu'il y avait des liaisons intersectorielles. Bien entendu, il y a aussi les institutions, c'est-à-dire pour construire des systèmes d'irrigation solides, il faut que les institutions puissent bien fonctionner. Pour élaborer des projets, des biens publics ou alors des projets structurants, comme on les appelle, il faut que l'institution soit bien structurée. Il a évoqué les projets structurants au niveau du DSE ont connu beaucoup de difficultés, ont donc amené le pays à s'endetter. Nous sommes endettés. Il y a la bonne dette et la mauvaise dette. La bonne dette, c'est celle qui consiste à investir. D'accord? Et surtout, qu'il y ait un retour sur investissement. Ça veut dire que nous devons axer nos investissements à moyen terme sur des projets rentables. Ça, c'est la bonne dette. Il y a aussi la mauvaise dette. C'est le cas du Cameroun, la bonne dette? Il y a une partie de bonne dette. Il y a même une grande partie de bonne dette. Je vais être plus honnête encore là. Il y a une bonne partie de bonne dette, mais je vais vous expliquer. Maintenant, il y a aussi la mauvaise dette. La mauvaise dette, c'est celle qui consiste d'aller s'endetter pour consommer. Ça, c'est la mauvaise dette. Vous voyez que le Cameroun s'est endetté pour investir, c'est la bonne dette. Mais, à partir du moment où les investissements ne sont pas réalisés à temps, à partir du moment où les investissements les projets ne sont pas matures, à partir du moment où vous n'avez pas de ressources humaines pour savoir qu'il faut fixer le boulon en haut et non en bas, et que vous faites appel beaucoup plus aux ressources humaines étrangères, vous aurez beaucoup de difficultés. Les barrages connaissent des problèmes. Mekin, je crois que lorsqu'on a fait on a lâché de l'eau, je crois qu'il y a eu beaucoup de soucis. Jusqu'aujourd'hui, on peut prendre d'autres projets. C'est un problème de ressources humaines, d'abord à l'interne. Donc ces projets, et du coup, donc, la bonne dette se transforme donc en une dette qui peut causer quelques petits soucis. Mais la première chose maintenant, c'est d'abord pour c'est de terminer très rapidement tous les projets structurants de première génération du DSE. Les connecter au circuit de production pour que le système économique monte en robustesse. Parce que tant qu'ils ne sont pas connectés au circuit de production, il n'y a pas retour sur investissement. Les entreprises ne peuvent pas continuer à investir, ils n'ont pas d'énergie, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas les infrastructures qui permettent. Donc il faut terminer ça de grâce. La première des choses, avant même de parler de la SND 30, c'est de terminer tous ces projets, de les connecter au circuit productif, et ensuite donc pour que ce circuit productif-là monte en puissance. Maintenant, si vous voulez, par rapport à cet endettement, on ne va pas s'arrêter qu'à l'endettement. Un pays qui va aller vers la transformation structurelle. Nous avons mené des études sur beaucoup de pays qui ont réussi cette transformation structurelle. La première des choses, ils maintiennent une pression fiscale à hauteur de 15% du PIB. Et au Cameroun, on peut encore y aller. C'est-à-dire les innovations qui sont faites au niveau des TIC pour collecter les impôts, c'est de très bonnes innovations. Ensuite, l'orientation même de l'impôt va s'axer beaucoup plus sur le revenu. Vous savez qu'il y a beaucoup de revenus ici qui ne sont pas taxés au Cameroun. Et je crois que le numéro d'immatriculation unique est en train d'aller vers la bonne direction. Donc il faut d'abord que nous-mêmes, avant d'aller chercher l'argent ailleurs, il faut d'abord que nous-mêmes, nous collectons l'argent à l'intérieur du pays. Et donc les pays qui ont voulu aller vers la transformation structurelle ont maintenu un taux de pression à 15% du PIB, ont élargi l'assiette fiscale en allant taxer tous les revenus que les uns et les autres gagnent ici au Cameroun sans que ce soit taxé. Ensuite, on peut aller voir encore au niveau de tout ce les produits de retraite et d'assurance. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que c'est des produits de longue épargne. Cette longue épargne-là, comment on l'investit dans les projets structurants? Je peux même encore vous dire, peut-être ça peut paraître une aberration avec le Fonds monétaire qui arrive. Dans la plupart de ces pays, ils ont utilisé un mécanisme qui consiste à augmenter les salaires des fonctionnaires et tout de suite à mettre un pourcentage de retenue de ces salaires qui va dans l'épargne longue adressée directement aux investissements. On pourra adresser la question des entreprises publiques parce que l'actionnariat public va entrer là-dedans et les financements seront disponibles. Ensuite, parce qu'on parle que des privés, nous-mêmes on doit d'abord faire des efforts. Ensuite, maintenant, nous avons la diaspora. Attention, la diaspora,
c'est une diaspora de qualité que le Cameroun a. Des gens qui travaillent, qui ont de l'argent et qui veulent venir investir. On peut imaginer créer des zones économiques prioritaires où on demande à la diaspora de venir s'installer. On se dit, la Silicon Valley du Cameroun, c'est à Boya. C'est là-bas qu'on crée un espace, zone économique prioritaire. On dit à la diaspora qui veut investir dans les nouvelles technologies, voici l'espace, avec des facilités financières, des facilités d'impôts, d'installation, et ainsi de suite. Vous allez attirer les capitaux des Camerounais d'abord, avant d'aller voir les privés. Les privés, quand vous leur parlez de transformer votre manioc, première transformation, deuxième transformation, ils prennent du temps. J'ai regardé un reportage hier du PICMA, c'est-à-dire le projet sur le développement des infrastructures agricoles. Oui, il a été bien mis en marche, mais les investisseurs viennent au petit trot. Mais c'est d'abord nous-mêmes, ces investisseurs-là. Parce que quand vous allez leur dire que vous voulez faire l'industrialisation, ils ne vont pas facilement vous permettre d'aller vers l'industrialisation. Alors, face à ce schéma, est-ce qu'il est possible d'envisager un financement facile de la SND 30 ? Il n'y a pas de financement facile, parce que ceux qui apportent des financements, ce ne sont pas des philanthropes. Ils ont besoin d'être rassurés. Moi, je vous montre déjà comment on peut mobiliser... Ils peuvent être rassurés ? Je vous montre déjà comment on peut mobiliser les ressources. Ensuite, ces financements qu'on peut aller chercher sur les privés, oui, à partir du moment où vous venez de le dire, on a obtenu le refinancement de l'eurobond. C'est déjà un indicateur de la signature. Maintenant, est-ce qu'il y a des projets bancables vers lesquels ils peuvent aller dans l'eau, dans l'électricité, pour pouvoir amener des infrastructures qui tirent la croissance? Oui, pourquoi pas? Donc, il y a des perspectives, parce que le Cameroun, malgré tout, cette année, le taux de croissance est prévu de l'ordre de 3,4%. Un pays qui a un taux de croissance. Et il faut continuer à viser que ce taux de croissance augmente. S'il augmente, vous avez des recettes supplémentaires, vous avez une création de richesse, vous avez une redistribution de cette richesse-là. Mais à partir de cet instant, il se crée ce qu'on appelle l'effet multiplicateur. Si tous... Vous voyez, ça monte en puissance et donc progressivement, si j'ai un emploi, j'ai un revenu, je consomme. Si je consomme, ceux qui produisent davantage. S'ils produisent davantage, les industries se créent, les entreprises se créent, l'effet multiplicateur s'enclenche, l'économie monte en puissance, le taux de croissance progresse et on redistribue la richesse. Donc, le financement, pour moi, on peut l'adresser, il est possible, mais il faut d'abord que ça commence par nous-mêmes. Arrêtons toujours de regarder si c'est possible d'aller... C'est vrai que les gros financements viennent des privés. Mais je sais que quand nous voulons aller vers l'industrialisation de l'Afrique, ce n'est pas quelque chose de facile. On ne vous laisse pas forcément y aller parce que ceux qui ont des produits à vendre venant des pays occidentaux ne vous laisseront pas faire facilement. C'est pour cela que j'insiste d'abord sur la mobilisation de nos propres forces pour pouvoir y aller. Sinon, attendre qu'ils viennent nous financer, ça m'étonnerait qu'ils viennent mettre de l'argent parce que vous voulez transformer le manioc, à condition que vous ayez déjà mis de l'argent et que ce manioc-là décolle, et là, ils peuvent venir pour engorger. Donc, il faut d'abord mobiliser les forces à l'interne. C'est la sensibilisation à faire. Et ça, les Camerounais doivent être conscients s'ils veulent que la transformation structurelle prenne et qu'ils aient des ressources à partir de là. Et dans cette trajectoire, vous avez évoqué les projets structurants. Il faut qu'on accélère au moins l'achèvement de ces projets-là. Professeur Viviane Ondoa-Biwole, vous savez justement que ces projets sous le DSCE ont été frappés, comme on va le dire. Les problèmes de maturation ont toujours été évoqués et aujourd'hui, la plupart de ces projets, en tout cas, on n'en compte pas qu'ils soient pratiquement achevés. Alors vous savez, Jean-Jacques Zé, j'ai l'inconvénient de mes prédécesseurs que moi je suis microéconomiste. Ils sont de bons concepteurs. Je pense qu'on se complète de ce point de vue. Et vous allez me permettre d'aborder la question, effectivement, du point de vue microéconomique. Parce qu'en réalité, vous avez demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche. Il faut avoir le courage des ruptures. Et vraiment des ruptures fondamentales. Babi Sakana évoquait quelques ruptures que je partage. Mais moi, je voudrais aller plus loin. Lorsque vous lisez la SND 30, moi, j'aime beaucoup ce document parce qu'il est vrai. Le document est vrai, il dit des choses, peut-être que les gens qui l'ont écrit se sont dit qu'on va certainement vite passer là-dessus, mais je souhaiterais qu'on creuse davantage. Alors, je vais vous dire ce qui est dit dans le document comme défaillance du public et défaillance du privé. Défaillance du public, la faible capacité de réaction et d'anticipation et un dispositif de suivi et évaluation inadéquat. Page 14 de la vision. On nous dit également
le mode de recrutement et de nomination inefficace et en déphasage avec les exigences en matière d'adéquation profil-emploi. Ce n'est pas moi qui le dis. On peut aller plus loin. Les inégalités entre les différents groupes sociaux, vous savez que les femmes n'existent nulle part, que c'est entretenu. Bon. Dans tous les cas, si je prends seulement le cas de la... Non, parce que quand on parle de développement, il faut parler de tout. Prenons le cas de ce qui s'est passé avec la gouvernance territoriale. 10 présidents de région, aucune femme. 14 mairies de ville, aucune femme. Les 7 mairies de Yaoundé, aucune femme. Il y en avait 2 avant. Les 6 mairies de Douala, une seule femme. Pour les 5 années qui viennent, pour les problèmes d'inégalité ciblés et indexés dans le DSE, nous serons hors course. Sur les 384 CTD, nous avons 35 femmes au niveau infranational, c'est-à-dire au niveau des régions, des communes. Ça représente 9,11%. De quelle stratégie vous me parlez? De quelle stratégie? Donc moi je dis qu'il faut avoir le courage des ruptures. Et ça, c'est parti pour les 5 prochaines années, M. Babi Sakana. C'est sacrifié. Mais il n'y aura pas d'élection entre-temps. Ça veut donc dire que pour cette politique publique-là, on peut déjà évaluer actuellement, on dit on a raté. Et on a raté au départ. Et pourquoi est-ce qu'on a raté au départ? Pour les égos. Et moi je dis de ce point de vue, là, parler de mentalité, on peut mettre un mot sur le concept de mentalité. Le document dit encore processus de recrutement et de nomination. Bon, je vous laisse observer. Si on n'observe pas de rupture de ce point de vue, pour qu'on ait l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, de quelle stratégie vous voulez parler? De quelle stratégie? Alors moi, je prends juste ces exemples-là qui sont mentionnés dans le document, qui nous invitent en réalité à la rupture. Je prends encore la loi de 2018 sur la bonne gouvernance et la transparence. Il est bien dit que recruter un profil qui ne correspond pas au poste est une faute de gestion. Mais qui sanctionne? Et on sanctionne qui et pourquoi? Donc, si on n'a pas le courage des ruptures, je crois qu'on reviendra encore ici dans 10 ans. On va évoquer le FMI, on va évoquer les chocs, les baisses de coûts de matières premières. C'est un rituel connu. Et moi, je pense que si on veut rompre avec ce rituel-là, il faut avoir le courage d'adresser les questions qui sont déjà posées dans la SND30. Un exemple. En 2019, le ministère des Finances a octroyé aux entités publiques 428 milliards. C'est vrai, vous allez me dire, les entreprises publiques et les établissements publics. En retour, qu'est-ce qu'ils ont retenu? 10,5 milliards. Ça veut donc dire, de mon point de vue, si on rentre au niveau microéconomique, on peut parler de lancer les projets. On peut également dire, dans cette stratégie, il faut réduire les pertes. Parce qu'on peut d'un côté engranger beaucoup d'argent, mais si cet argent également rentre dans un bateau poreux, à quoi ça aura servi de s'endetter autant? Donc moi, je pense qu'on peut avoir un financement à double détente. D'ailleurs, c'est mentionné dans le document. C'est-à-dire réduire déjà les pertes, et ça, on peut le faire si on veut. Et puis, évidemment, rentabiliser les investissements. On ne peut pas seulement le faire, on doit le faire. Mais on a même le pouvoir de le faire. On a déjà perdu même déjà suffisamment de temps. J'ai envie de dire que 5 ans, parce qu'on a consommé déjà 2 ans de la stratégie, il faut qu'on le dise. C'était jusqu'en 2019 le DSE. Ça veut donc dire qu'on aurait eu 2020, 2021 pour la SND, donc rendu en 2030. En réalité, on peut dire qu'on a déjà consommé 2 ans. Alors moi, ce que je voudrais simplement dire, quand on rentre dans la gouvernance, que la gouvernance peut également être utilisée comme un pilier qui permet justement d'atteindre certains résultats. Et lorsque j'insistais tout à l'heure sur les ressources humaines qui vont accompagner la mise en œuvre du DSCE, je ne disais pas qu'il n'y a pas de politique publique du capital humain. La politique publique du capital humain indique la fabrique des ressources humaines que nous allons organiser les prochaines années. Mais moi, je posais la question des ressources humaines qui seront invitées à mettre en œuvre la SND30. Et c'est cette stratégie, moi, je dis, qui doit être bien pensée. Qui va mettre cette stratégie en œuvre? Posons-nous la question. Qui va nommer? Vous allez me poser la question. Qui va respecter un ensemble d'exigences? C'est toujours nous-mêmes. Donc, comme disait mon collègue Ouattabi tout à l'heure, il y a des choses qu'on doit pouvoir faire qui pourraient déjà nous mettre sur la trajectoire. Maintenant, n'oublions pas et ne soyons pas utopiques non plus. Nous aurons des chocs. Nous avons déjà la Covid. Ce n'est pas encore passé. D'autres parlent même encore de troisième vague. Vous n'allez pas nous effrayer quand même? Non, ce n'est pas moi. En tout cas, moi, je vois les faits. Dans tous les cas, on doit être préparé. C'est de ça qu'on parle lorsqu'on parle d'anticipation. Parce qu'il ne sert à rien, M. Jean-Jacques Zé, de venir tout le temps dire que les projets n'étaient pas matures. S'ils n'étaient pas matures, c'est qu'on était incompétent.
En fait, il ne faut pas dire que les projets n'étaient pas matures, il faut dire qu'on était incompétents. Et si on n'adresse pas la question de l'incompétence, on viendra adresser la question de la maturité. Mais qui mature les projets? Qui élabore les projets? C'est nous. Donc moi, je pense qu'il faut inverser la façon de voir les choses pour être honnête avec soi-même. Je disais quand nous avons le choc de la Covid, qui est un choc externe, qui aura des incidences également sur un ensemble de projets. Nous avons le programme avec le FMI, il ne faut pas l'oublier. Appelez ça comme vous voulez, faciliter ou ce que vous voulez, mais c'est un programme d'ajustement. Léger, flexible, tout ce que vous voulez, c'est une contrainte qu'il faudra gérer. Qui sait demain les autres chocs qu'on aura. Donc il faut déjà, de mon point de vue, maîtriser ce qui est maîtrisable parce qu'il y a des processus qui peuvent être maîtrisables. Et moi, j'insiste encore sur le pilotage, les outils de pilotage. Et si on n'a pas le courage des ruptures, tout en partageant ce qui a été dit au plan macroéconomique, moi je reste là dans les éléments de gouvernance. Vous voyez que je fais exprès d'éviter le problème de la corruption. Je fais vraiment exprès. Mais en réalité, je n'arrive pas à m'empêcher de prononcer le mot. Et la corruption, c'est qui? C'est nous. Il n'y a pas de petite, il n'y a pas de grande corruption. La corruption, c'est la corruption. Tous les péchés sont mortels, non? Absolument. Bon, maintenant, si on pense donc qu'on peut entretenir la corruption, à côté de cela, on tient un discours. Ça va rester le discours. Maintenant, la question du secteur privé. Donc moi, je pense que Babi Sakane est peut-être passé rapidement là-dessus. Il a insisté d'ailleurs au plan macroéconomie. Moi, je voudrais aller encore dans son sens. Même pour la commande publique, vraiment, regardons les choses en face. Il faut que les fonctionnaires arrêtent d'être des hommes d'affaires. Parce que si le secteur n'est pas structuré, si nous avons des gens qui sont en doublement fonctionnels, pourquoi voulez-vous que le secteur privé prenne? Quand on parle de secteur privé, on parle des emplois. Qui va recruter ces emplois? Donc moi, je pense qu'il y a, et je reviens et je conclue là-dessus, le courage des ruptures. Si on n'a pas le courage des ruptures, on va continuer avec les discours, on va faire de grandes conférences. Il faut qu'on arrête avec ce management folklorique, en réalité. On fait de beaux discours et puis le résultat ne suit pas. M. Babi Sakane interviendra tout à l'heure. Le professeur Vialondoa a évoqué, on peut laisser le temps au calmement des applaudissements, on l'a compris. Il va peut-être aller plus loin dans le cadre du contexte du Covid et le programme avec le Fonds monétaire international. Le temps de demander à une hôtesse de prendre le micro très rapidement. Et pour répondre aux questions du public, on va être un peu plus bref, parce qu'on a le temps qui nous rattrape un peu. Les sujets sont tellement intéressants. Pendant que le micro va vers la salle, Babi Sakane, un mot sur justement ce financement, sur cette SND 30 qui arrive au moment où nous sommes engagés aux côtés ou avec le Fonds monétaire international pour lutter contre le Covid-19. Ce n'est pas un frein? Vous savez, moi, ce que j'ai dit en général, c'est que la création du futur va toujours se poser à l'être humain, quoi. Le futur, ce n'est pas quelque chose d'acquis. Hein, c'est qu'il faut se déployer compte tenu des risques qu'il y a, qu'il faut les gérer comme ils viennent et être concret et objectif, quoi. Et les financements, bon, le Fonds monétaire, vous connaissez le problème de financement qu'il y a eu sur le Covid avec les dérapages connus. C'est d'ailleurs le problème qu'elle soulevait tout à l'heure avec la manière dont les dépenses, la commande publique est exercée, notamment voilà, dans des cas comme ça, des crises, vous voyez, où il faut être plus rigoureux en fait, à gérer la ressource. C'est ce moment-là que le gaspillage transparaît. C'est très difficile, vous voyez, de répondre à ce type de questions. L'élément de base, pour moi, c'est de dire que, quels que soient les cas, que vous vous engagez avec le Fonds monétaire ou n'importe quel autre partenaire, le Cameroun, ses dirigeants ont l'obligation, vous voyez, de créer un futur différent. C'est-à-dire un futur meilleur. Une prospérité partagée. C'est une contrainte pour ceux qui dirigent. Et moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas dedans. Je ne peux pas assumer le fait que les gens gèrent mal et je pense que nous sommes ensemble. On n'est pas ensemble. Vous comprenez? Ça dit que, comme madame dit que c'est nous, moi je ne suis pas dedans. Vous comprenez? Non, il faut qu'on soit clair. Les gens qui sont les mandataires de l'État, ils doivent répondre, vous voyez, objectivement de leurs actes, de leur façon de gérer.
lorsque je n'ai pas eu un mandat pour gérer, je n'ai pas à répondre à leur place. Et donc, ce qui fait qu'on doit clarifier le rôle. Et justement, la particularité, vous voyez, de l'exigence de créer un futur différent, c'est qu'elle parlait de rupture. C'est-à-dire, les ruptures, ça passe d'abord dans le mental. Absolument. Il faut que vous soyez convaincus qu'aujourd'hui, je vais prendre telle trajectoire. Et si je dirige une institution, je vais prendre les décisions, vous voyez, sans plus regarder, voilà, parce que c'est tel ou c'est tel autre, je veux favoriser X ou Y. Et nous, en regardant le contexte aujourd'hui international, avec des mutations qui s'opèrent au plan industriel, au plan des partenariats, le contenu de ces changements, vous voyez, des pandémies qui amènent des ruptures. Nous aussi, on doit saisir les opportunités. Et en s'engageant avec le Fonds monétaire, vous voyez, on prend des contraintes. On choisit des contraintes volontaires, puisque les gars, ils n'imposent pas. Ils ne nous ont pas mis le couteau pour venir signer. C'est nous, volontairement. Et mon avantage sur cette affaire, c'est de dire que nous avons, s'il y a la volonté, les capacités, vous voyez, d'articuler, ça y est, d'utiliser toutes les fenêtres pour créer une valeur, quel que soit le contexte. Et c'est cette volonté-là, cette détermination à modifier les trajectoires. Vous voyez, elle parle de rupture, c'est de dire que je vais faire ça différemment. Nous connaissons les diagnostics. Pourquoi est-ce que nous ne faisons pas le saut justement pour aller à ce qui est meilleur? Et c'est là que se situe, c'est-à-dire le cœur de notre SND 30. C'est-à-dire que si on continue avec les tendances, ce qu'on a écrit dans le document là ne va pas se faire. Très bien. Et ce qui veut dire que moi, je ne peux pas agir à la place de celui qui dirige. Donc les dirigeants ont une responsabilité qui est différente des individus. Le citoyen ne peut pas agir de la même manière que le dirigeant. C'est clair. Vous voyez, et c'est pour ça que l'interpellation, c'est bon de faire un document, un SND 30 assez robuste, vous voyez, mais c'est beaucoup mieux de l'implémenter. Et c'est là que le défi... C'est le véritable défi. Vous passez rapidement le micro. Est-ce qu'il y a une question dans le public? Monsieur, vous êtes bien loin, avancez. On va vous donner le micro rapidement. Madame, vous pouvez porter le micro. Mettez-vous à l'aise. Oui, monsieur, avancez. Venez là devant. Allez-y, vous posez votre question. Elle est adressée à qui? Oui, en fait, nous savons tous qu'on ne peut pas développer une économie sans développer en fait sa production. Et on ne peut pas produire sans cibler des secteurs clés. Et pour cibler des secteurs clés, il faut se baser sur des avantages comparatifs et des avantages compétitifs. Nous savons tous que ce soit la Banque mondiale, la Banque islamique de développement et toutes ces organisations internationales sont d'accord que le développement ne peut pas se produire sans les chaînes de valeur mondiales. Maintenant, ma question est de savoir, étant donné que nous voulions développer le sujet principal est le développement du Cameroun, quelles sont les stratégies qu'on peut mettre sur place pour permettre aux entreprises non seulement de se mettre à niveau, mais également, non seulement d'intégrer les chaînes de valeur mondiales, mais également de se mettre à niveau dans les chaînes de valeur mondiales. Merci. Professeur Ngouatabi, vous avez certainement un élément de réponse. Oui, merci, parce que pour ne pas sortir d'ici avec des idées un peu où la SND 30 va encore compliquer la situation, non, la question qu'il pose est fondamentale. Un cas pratique. Moi, j'ai lu dans le Minepat News un cas pratique des agropoles. Et il y en a comme ça qui marchent. Maintenant, comment combiner tout ça? C'est ça le problème. J'ai lu dans ce journal on appelle néo-industrie, la transformation du cacao. Néo-industrie,
c'est une entreprise qui est installée à Kekem, à l'ouest du Cameroun. J'ai lu que cette entreprise emploie 2000 personnes. À court terme, 4000 personnes. Transforme 33 000 fèves de cacao, de tonnes, et produit actuellement 26 000 tonnes de produits finis. Il y a le beurre, il y a l'huile de cacao, il y a le chocolat. Nous sommes là maintenant entre ce que vous appelez les chaînes de valeur. Ça veut dire que nous avons les producteurs de cacao. Nous avons Néo Industrie qui achète la matière première, qui transforme en produits semi-finis, en produits finis et qui est en train de vendre. Et la zone de libre-échange continentale qui s'ouvre à nous, c'est-à-dire ce marché d'1 milliard de personnes de l'Afrique, c'est ça qu'on demande. Et je vous ai parlé aussi du pigma tout à l'heure. C'est la même chose, où ils produisent de la matière première qui livrent maintenant à des industries brassicoles et d'autres industries de transformation, de première transformation. Donc, des cas comme ça, il y en a. Et le programme Agropole qui était prévu dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi avait vraiment avait demandé de mettre sur pied des petites unités. Et attention, ce qui me surprend, et là vous allez être... C'est pour ça que fonds monétaire, pas fonds monétaire, moi, je n'en fais pas cas. Pourquoi ? Quand je parle de cette industrie, ça a coûté 54 milliards. 54 milliards. Le Cameroun ne peut pas construire une industrie de 54 milliards par an, fût-il sous programme avec le fonds monétaire. Imaginez qu'on crée une industrie comme celle-là par an seulement. Ça nous fait 10 au bout de 10 ans. Et quand je parle de 4000 emplois avec tout ce que ça fait, je reviens à l'effet multiplicateur dans l'économie. Les gens qui gagnent les salaires, qui consomment. Donc c'est toute une dynamique. Et c'est vers là qu'il faut y aller. Et ça, des chaînes de valeur, il en existe même encore avec le programme de la Banque africaine de développement, chaîne de valeur au niveau de l'ananas, de la banane et je crois encore du cacao. Donc la première transformation, deuxième transformation, produits finis, produits semi-finis et ainsi de suite. Donc vraiment, ça c'est très important. Mais je voulais rajouter quelque chose, puisque j'ai la parole. Je vais donner un cas précis de ce que vous appelez les ressources humaines qui vont... Nous avons encore mené des études à ce niveau et nous avons constaté que la plupart des pays qui réussissent, les industriels ne s'inventent pas. Vous voyez, Babi Sakana parle du secteur privé, mais personne ne met le doigt sur comment on fabrique les industriels. Est-ce que c'est une génération spontanée? Vous avez vu, la première génération des industriels est en train de partir. Ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Par exemple, au Cameroun actuellement, nous avons 4 écoles polytechniques. Yaoundé, Douala, Maroua, Bamenda. Si vous regardez très bien, le Cameroun a bien structuré un volet, c'est le volet administratif. C'est-à-dire, vous pouvez penser de ce que vous voulez de l'ENAM, mais le maillage du territoire en termes administratifs est bon. Vous avez le sous-préfet, la gendarmerie, quel que soit là où vous vous retrouvez. Et ce maillage-là est très important, et c'est pour ça que le Cameroun tient debout. Mais il manque quelque chose, parce que là, nous parlons de l'économie. Il manque justement ce deuxième pied, qui est donc vraiment la formation des industriels. Alors pour moi, c'est une proposition que nous faisons dans les prochaines études à sortir. Proposition, tout ce qui rentre dans les écoles polytechniques, là, les 4 écoles polytechniques, ces écoles polytechniques, comme dans la plupart des pays au monde, parce qu'on est déjà dans la stratégie, dans la filature, dans l'espionnage, dans la protection, doivent être en même temps, non seulement c'est rattaché au ministère de l'Enseignement supérieur, mais ces écoles doivent être rattachées au ministère de la Défense. Vous voyez que quand on veut faire quelque chose de bien, on est toujours en train de dire qu'on va chercher qui? Le génie militaire pour venir construire. Pourquoi on va chercher le génie militaire? Donc dans la plupart des pays du monde, prenez tous les pays que vous voulez. Vous parlez des grandes écoles polytechniques, ils sont rattachés directement au ministère de la Défense. Stratégie. Ils ont pour mission quoi? 1. Créer des richesses. 2. Distribuer ces richesses. 3. Protéger l'industrie nationale. Si ce pilier-là n'est pas mis sur pied, les ressources humaines auxquelles vous faites allusion, un industriel, ça ne s'invente pas. Il va falloir à tout prix que ces industriels-là soient aussi formés. Et moi, c'est une proposition que je fais comme ça, les 4 écoles polytechniques, mais ça peut être autre chose. Mais il va falloir les outiller, qu'ils aillent faire exactement le service militaire comme ceux qui font les NAM, qu'ils aillent sous le drapeau, qu'on leur apprenne là-bas que pour créer des richesses et les protéger, voici ce qu'il faut faire. C'est comme ça que ça se passe dans tous les pays. Sinon, on va toujours attendre les étrangers pour venir construire des industries. Je peux vous dire, vous connaissez les statistiques, 5% des grandes entreprises au Cameroun créent 97% de la richesse nationale. C'est ça. Je dis 5%.
des grandes multinationales du Cameroun créent quasiment toute la richesse nationale, le PIB. Nous avons 97% ou alors 90% de PME qui sont camerounaises. Mais les 90 ou 95% de PME camerounaises créent à peine 5% de la richesse nationale. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Donc, si ce pilier-là n'est pas assis, si on croit que les industriels, que Ngouatabi va se lever et du jour au lendemain, il devient industriel, non. C'est un métier, c'est un apprentissage et c'est la défense de la nation. Voilà des propositions concrètes. Merci pour ces propositions concrètes. On prend juste une question encore, parce que là, on a des délais à respecter. Allez-y, madame, très rapidement. Vous ne gênez pas. Allez-y, monsieur. Bonsoir à tout le monde. Nous sommes des jeunes Camerounais, on va aborder dans le thème de l'industrie, l'industrialisation. On s'est assis, on a pensé qu'il fallait mettre sur pied une structure. Et pour cette structure, il faut automatiquement des financements. Il faut des financements. Et on a mis le projet, je vais partir par un exemple comme ça et je vais aboutir. On a mis un projet sur pied, quand on a élaboré tout le projet, le chiffre d'affaires. Quelque temps après avoir déposé notre document quelque part, une grosse industrie implantée au pays se lance dans le domaine. Première idée qui nous vient en tête, est-ce que quelqu'un ne nous double pas? Est-ce que on tire donc des informations, on essaie d'investiguer. Bref, quand on a élaboré notre document, on est parti plus loin que cette structure-là, parce qu'on ne va pas donner les noms. Allez-y rapidement au problème. On est parti plus loin jusqu'au produit fini, jusqu'au produit ajouté qu'on doit mettre sur le marché par rapport à l'entreprise en question. Maintenant, ma question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que on ne perde pas notre idée, on ne perde pas notre projet. Elle est bien implantée, elle est financièrement assise. Qu'est-ce que le DCE, qu'est-ce que le gouvernement prévoit dans ce cas-là? Je connais que sur le fils sont la pierre. Qu'est-ce que le gouvernement fait en ce moment-là pour me protéger, pour que c'est la question qui est posée en quelque sorte des solutions. La question, on l'a enregistrée. Qu'est-ce que le gouvernement fait dans ce cas-là pour que ces jeunes puissent investir, puissent continuer son projet par rapport à cette grosse entreprise? Merci, monsieur. La question est notée. Et pour information, l'agence de promotion d'investissement sera en conférence demain. Je pense que vous serez plus proche pour avoir des réponses un peu plus appropriées par rapport à cette problématique. Nous, on va, puisqu'on nous fait des grands signes de l'autre côté, M. Babi Sakana, la SND 30 pour sortir par là, pourra-t-elle permettre au Cameroun de profiter des avantages offerts par la zone de libre-échange continentale, déjà évoquée par le professeur Ngouatabi tout à l'heure? Naturellement, vous savez que dès lors que vous mettez l'industrie au centre, ça veut dire que vous allez produire pour vendre au niveau national et vous allez exporter. Un des principes qu'il y a dans la SND, c'est le mixte, import, substitution, exportation. Il ne faut plus faire de politique qui vise seulement à substituer les importations. Chaque fois qu'on fait le design d'un projet industriel, il faut le calibrer de manière à ce que non seulement on vend au niveau national, mais surtout qu'on soit capable d'exporter, parce que c'est là que le marché est plus vaste. Et donc, le plan, la stratégie a intégré de façon optimale le plan directeur d'industrialisation qui a été élaboré en 2016. Nous restons dans la planification. On ne parle pas de l'exécution. Et le PDI qui a été donc intégré, c'est de lui qu'on a également ressorti les 9 secteurs. Et si vous les prenez, le premier, c'est l'énergie. En fait, on a considéré que le Cameroun peut produire l'énergie
pour la nation et exporter en Afrique centrale. Donc, il va être un exportateur d'énergie net, compte tenu du potentiel. Deuxièmement, l'agro-industrie. C'est un domaine où on est extrêmement avancé, bien que malgré ce que le professeur disait, il y a beaucoup d'industriels camerounais qui ne sont jamais passés à Polytechnique, qui portent des entreprises et effectivement qui vont à la transformation. Et donc l'agro-industrie on a considéré que le Cameroun va être un nourricier d'Afrique centrale. C'est-à-dire qu'il faut effectivement transformer substantiellement les produits agricoles, d'élevage et de pêche pour non seulement réduire les importations qui entrent au Cameroun, mais surtout exporter, vous voyez, le grand marché du Nigeria et la CEAC, donc c'est la base du marché au niveau de la zone de libre-échange continentale. Et troisièmement, la filière bois. En fait, la filière bois, on a considéré qu'il va y avoir des plans qui vont permettre au Cameroun d'être exportateur net de meubles. Et ça, c'est quelque chose qui est effectivement à la portée des opérateurs camerounais, puisqu'il y en a même qui exportent déjà, mais pas pour des volumes importants. Et on a aussi intégré donc la stratégie d'industrialisation qui va permettre d'inonder l'Afrique centrale et le Nigeria en matière de produits manufacturés, doit s'appuyer donc sur ce qu'on appelle le rattrapage technologique, qui lui est assis sur la qualité, l'infrastructure qualité, c'est-à-dire que les opérateurs doivent acquérir vraiment la culture de la qualité, de manière à ce que quand il produit, son produit est de bonne qualité pour être à même d'être exporté. Et l'infrastructure qualité est donc une des composantes clés du rattrapage technologique, tout comme la partie infrastructure technologique même. Vous savez que le Cameroun actuellement n'a pas de laboratoire de ce qu'on appelle les sciences de l'ingénieur. Vous n'avez aucun laboratoire de physique, ni de chimie, ni de mathématiques. C'est-à-dire digne de ce nom, parce que quand vous entrez dans l'industrie, il y a les outils que vous devez avoir. Et là, donc c'est une question qui a été intégrée, c'est-à-dire au niveau du plan. Très bien. Plan de rattrapage et de développement technologique. De mon point de vue, quand on regarde la SND 30, avec les choix, normalement, si on les met en œuvre, parce que la question se trouve là, si on les met en œuvre, on n'aura pas de difficulté à saisir les opportunités, c'est-à-dire du marché continental. C'est ce qu'on va retenir. Et c'est ça qui est le tout est défi. prévu. La mise en œuvre, vous avez 1 minute et demie, professeur Viviane Ndoua. La mise en œuvre, il faut commencer par quoi? Alors chez nous, dans notre domaine, on dit souvent la structure sur la stratégie. Si on a changé de stratégie, je voudrais vous demander si on a changé de structure. Je parle de la structure du gouvernement. Je parle d'autres types de structures. Oui, je suis désolée. Là, C'est votre rôle, allez-y. C'est pour ça que vous êtes là. Vous êtes là. J'utilise ma franchise universitaire. Parce qu'en réalité, le pilotage dont il est question consiste justement à nous poser la question de savoir, si on permettait la tautologie, est-ce que nous avons tout pour piloter? La planification, on n'a plus le temps d'expliquer la SND. Je crois qu'on est tous relativement satisfaits de ce qui est écrit. On a tous vu la cohérence de ce qu'il y a dans le document. On a vu les points de vigilance qui ont été identifiés. Maintenant, s'il faut passer au pilotage, posons-nous la question des outils. Dans tous les cas, moi, je ne fais pas d'économie là-dessus. Vous connaissez mon point de vue. On se dit, quand on change de stratégie, on change de structure. Ou tout au moins, on ajuste la structure. Ça veut donc dire qu'on reste en attente. Le problème, ce n'est pas un problème de personne. C'est d'abord un problème de structure. Nous avons cette stratégie sectorielle. J'ai envie de vous dire que dans le DSE, nous avions les stratégies sectorielles et les secteurs n'ont pas fonctionné en tant que secteur. Nous avons continué à fonctionner avec les stratégies à périmètre ministériel. Chaque ministre allait défendre son budget, chaque ministre allait présenter ses résultats à l'Assemblée nationale. Ce n'était pas une logique sectorielle. Est-ce que nous allons continuer avec cette même logique? Si c'est oui,
On prend un risque. Donc moi, je dis structure. Deuxième chose également, sans vouloir se voiler la face, c'est pour ça que même si Babi Sakana se désolidarise, on est quand même ensemble. Ou tout au moins, on devrait être ensemble parce que la fragmentation sociale est un gros risque pour la réussite de la SND. Je suis dans les sciences sociales, si je ne le dis pas, ce que je pêche. Parce que pour mener à bien cette stratégie, il y a quand même des dynamiques de solidarité qui doivent se mettre en place. Et je pense qu'au plan social, si on ne fait pas attention, on va, malgré tous les bons plans, malgré l'endettement, malgré tout ce qu'on veut, on peut fragiliser la SND. Troisième chose, et c'est au plan politique, même si on a peur d'en parler, on le dit quand même, on se dit au plan politique, il faut qu'il y ait le partage de pouvoir. Alors nous prenons un risque, nous partons dans la mise en œuvre avec un risque et un avantage, parce que l'un étant le revers de l'autre, c'est que si on ne fait pas attention, nous n'aurons pas ce que les juristes appellent le pouvoir arrête le pouvoir. Très bien, le partage du pouvoir. Le partage du pouvoir. Donc, moi, je reste dans la mise en œuvre. On va partager la parole pour les quelques secondes qui nous restent encore avec le professeur Ngouatabi. On est déjà en 2021, pratiquement. Est-ce qu'on ne va pas être rattrapé? 10 ans, ça commence à être petit. Non, le problème pour moi ne se pose pas en ces termes. Nous sommes dans une dynamique et même si on court peut-être après la montre, il faut que tout ça soit bien bâti. Je crois que du premier document pour la réduction de la pauvreté au document de stratégie pour la croissance et l'emploi et à la stratégie nationale de développement, un grand pas a été franchi. Je crois que, en fait, le gouvernail a été difficile à manœuvrer, mais visiblement, le gouvernail est mis en place. Et maintenant, il va falloir accélérer, naviguer suffisamment. Et la pente est bien redressée. C'est ce que moi je retiens. Mais maintenant, tout ce que nous débattons là, ça peut se résoudre. Et ça va se résoudre. En attendant, même si on a perdu quelque temps, pour l'instant, on est en train d'adresser les questions qui sont liées à l'import-substitution, en attendant que tous les préalables prévus dans ce document soient mis en place. Dès que ces préalables-là seront mis en place, même si ça nous prend 1 an ou 2 ans pour mettre ces préalables, je crois que pour moi, c'est la meilleure des choses. Et dès qu'ils seront mis, je crois que le bateau va vraiment naviguer dans des eaux plus ou moins tranquilles. Merci, madame, merci, monsieur. En attendant, quand il y a moins de questions dans le public, ça veut dire que les intervenants ont été percutants. Est-ce qu'on peut applaudir pour eux pour sortir justement de ce débat? On dira merci au public qui a fait le déplacement de la salle polyvalente du Palais Polyvalent des Sports. Merci aux chaînes de télévision partenaires. Surtout merci à tous les intervenants. On vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre conférence. Les organisateurs du SAGO. Le SAGO doit être pérennisé. C'est une initiative à renouveler. Parce que les gens n'ont pas toujours le courage d'aller dans les administrations. Cela démontre que le citoyen a à cœur de savoir ce qui se passe dans les affaires de la cité. La fiscalité n'est pas en marge de l'action gouvernementale. Le Cameroun ne peut pas être un pays émergent sans les sciences. Le gouvernement a besoin de l'appui de ces PME. Le SAGO était pour nous l'opportunité à saisir. Montrer aux populations ce que nous faisons. Non seulement de faire bien, mais de pouvoir le dire. Dire ce que nous faisons de bien. Our world today is full of uncertainty. But then, do we really need to be worried? If the infrastructures that are built today could bring development to our regions, if the opening up of our business to the world could be expanded, if more avenues to bridge the gap between our cultures could be explored, what then if we had no cause to be worried? Our government, through the 2020-2030 National Development Strategy, is even more than in the past, showcasing its resolve to really take us a step further. For each one of us to lead the greatness and unity of our country, Cameroon has to count on its young people with promising ideas, those willing to fulfill their aspirations and ready to serve. Distinguished citizens, institutions, you are highly invited to be part of the 10th edition of the Fair on Government Action from the 25th to the 31st of July 2021 at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex. For further information, please contact the event agency communicateur, the government agent. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun.